Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien et que le confinement n'est pas très dur. OK? Et comme je vous avais dit, on va explorer toutes les unités didactiques de notre manuel afin de vous accompagner dans cette période de confinement. Et donc, aujourd'hui, je vais parler et vous accompagner dans l'exploration de l'unité 3, dont le titre c'est Envie d'ailleurs. OK? Allez, je vais aller directement à la première page. Si vous voyez bien, c'est l'unité 3, Envie d'ailleurs, et ça commence avec voilà toute une série de photos. Vous verrez que ces photos se correspondent, toutes les photos se correspondent à la ville d'Istanbul, okay, la ville de Constantinople fin de siècle. Vous voyez là, c'est la couverture d'un roman voilà, de l'écrivain français Pierre Loti, et qui est voilà, très connu, surtout à Istanbul, parce qu'il était un grand amoureux de la ville d'Istanbul. Et il y a d'autres photos que vous trouverez par là. OK? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de la ville d'Istanbul? Et parce qu'on va parler de cette ville dans l'activité audio. Et bon, c'est une ville qui est entre l'Europe et l'Asie. En fait, c'est la ville la plus importante de la Turquie. Ok, la Turquie, c'est un pays eurasiatique parce qu'il se trouve entre l'Asie et l'Europe, surtout la ville de Constantinople, la ville de Byzance, la ville d'Istanbul. C'est une grande capitale. C'est pas la capitale du pays. La capitale, c'est Ankara, mais disons que c'est la capitale économique et culturelle de la Turquie. Elle compte actuellement 15 millions d'habitants, c'est une grande métropole et c'est une ville qui a une longue histoire. En fait, elle a eu trois dénominations. Au début, c'était Byzance, après Constantinople, dans la période de l'Empire romain, et finalement Istanbul. Okay, Istanbul, actuellement, ça peut s'écrire comme ça, Istanbul, avec la graphie anglaise, je pense que c'est l'anglais, ou vous l'écrire comme ça, mais en tout cas, la prononciation, c'est toujours la même, Istanbul. OK? Et en même temps, je vous ai noté ici, voilà, une petite référence de Pierre Loti, qui est né en 1850, il est mort en 1923 et il est enterré en Turquie. Et bon, c'est un écrivain français, comme je viens de vous dire, officier de la marine, et il a voyagé dans de nombreux pays, mais il faut dire que la Turquie, c'était son pays préféré, ok, le pays qu'il aimait le plus. Et il a écrit de nombreux romans, comme Pêcheur d'Islande ou La mort de notre chère France en Orient. De toute façon, ici, la référence, on va la faire à propos, voilà, de son roman Constantinople, fin de siècle. Comme je vous ai dit, à propos de voilà, à propos de Pierre Loti. Et voilà qu'il y a, c'est très connu, c'était très aimé et très connu à Istanbul, parce qu'en fait, il y a le célèbre café Pierre Loti qui est au milieu du cimetière d'Eyüp à Istanbul, où il est enterré. Ok, si vous pouvez lire ici, voilà, on ne peut parler de Pierre Loti sans s'associer le café qui porte le nom de cet ami et cet amoureux de la Turquie. La situation particulière de ce lieu jugé sur les hauteurs du cimetière de Yup est situé sur le contrefort de la Corne d'Or, un environnement de choix. Il y a quelques années, il fallait gravir les marches en suant à grosses gouttes pour s'y rendre. Depuis 2005, un téléphérique permet d'y accéder plus facilement à condition de ne pas avoir le vertige. Alors là, bon, c'est une information que j'ai trouvée dans un blog, mais qui parle justement de ce cimetière où est enterré Pierre Loti et le célèbre café Pierre Loti. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà visité Istanbul, mais si jamais vous avez l'opportunité, vraiment, je vous dis de le faire, hein, parce que c'est une ville qui vaut vraiment la visite. Et vraiment.
une ville impressionnante dans beaucoup d'aspects et vraiment belle, hein, avec des mosquées incroyables et surtout avec l'église des Hagia Sophia, c'est-à-dire la grande basilique à l'origine chrétienne. Actuellement, c'est un musée que vous devez visiter parce que c'est une des grandes, disons, des grandes constructions considérées patrimoine de l'humanité. Mais bon, je ne vais pas trop insister sur la visite d'Istanbul. On voit bien que j'aime la ville, que je l'ai visitée et je vous invite à le faire, mais on va continuer avec notre manuel et donc on va avancer un peu avec les documents que nous avons ici, c'est-à-dire l'explication qui vient à la page suivante. Alors, comme vous voyez, il y a des photos. Et il y a la photo d'un monsieur là. OK, vous allez après découvrir qui c'est. Il y a une autre photo. Ici, on ne les voit pas trop bien, mais vous le verrez un peu mieux sur votre manuel, sur la page. OK. Et bon, c'est une photo évidemment d'Istanbul. Je pense que là, c'est le pont de la Corne d'Or. Et je pense que la photo a été prise depuis la tour Galata. OK? Après, il y a une photo ici, c'est comme un café apparemment, et il y a une photo, c'est apparemment une librairie. Mais tout ça, vous allez le comprendre très bien une fois que vous aurez fait la première activité, même la deuxième activité, parce que ça correspond à la même activité des compréhensions audio. Donc là, vous êtes invité à aller directement à l'écoute de ces enregistrements et vous répondez à ces questions. Dans quel pays Julien Boumard habite-t-il? Alors, on voit bien qu'on parle de ce monsieur, Julien Boumard, et on nous demande le pays où il habite. Pourquoi il a choisi de s'installer dans cette ville? Quels produits trouve-t-on dans dans la librairie de Julien Boumard? Pourquoi sa librairie est-elle différente des autres librairies que propose Julien Boumard sur son site internet. Alors, l'explication la réponse à ces questions, vous la trouverez en faisant l'activité des compréhensions audio. OK? Après, il y a ici une autre activité intéressante, hein, et c'est à propos des verbes aller, retourner, venir et revenir, hein. Apparemment, ce sont des verbes assez faciles à comprendre et à utiliser pour un hispanophone, mais parfois on se trompe un peu avec l'utilisation du verbe venir, hein. Et donc, ici, voilà, on vous propose à travers ces flèches que vous trouvez ici. Et, bon, vous avez d'abord ici et là-bas, et il y a la flèche qui va d'un côté ou de l'autre, et c'est à vous de bien placer l'infinitif qui se correspond. OK? Imaginez que ici, c'est la Turquie, parce qu'il parle de la Turquie, et là-bas, c'est la France. Alors, à partir de ces deux références, vous devez trouver, si vous êtes là-bas et vous allez à ici, alors quel est le verbe que vous allez utiliser, pardon, et si vous êtes ici et vous allez là-bas, quel est le verbe que vous allez utiliser. D'accord? La même chose pour l'autre l'autre structure. Alors, vous prenez bien sûr comme référence les exemples, hein. Je suis venu ici en 2001 pour travailler et puis je suis retourné en France. Donc, je pense que c'est facile de bien placer les infinitifs. Après, je suis allé au Liban, je revenais souvent ici. Alors là, vous devez placer à partir de ces deux phrases l'infinitif dans la bonne place, tout en considérant la direction des flèches. OK? Et pour voilà, vérifier que vous avez bien compris, vous avez après une petite activité, l'activité numéro 4, où vous devez choisir le verbe qui correspond le mieux à ces phrases. Par exemple, je pars à Paris demain, mais je retourne ou je reviens ici vendredi. Alors, ici, bon, la réponse est je reviens ici vendredi. Vous faites pareil avec les autres phrases. Si jamais vous avez des doutes, vous me contactez et je vous donne la bonne réponse. Mais j'espère que ça sera facile, surtout parce qu'on l'a déjà expliqué en cours, hein. Je vous rappelle que l'unité 3, on l'a expliqué et voilà,
en présentiel, hein, parce qu'on était en cours au moment où on avait arrêté, on avait suspendu le cours présentiel, mais cette leçon, on l'avait presque totalement vue. OK? Voilà. Alors, on va passer à l'autre page que vous avez là, ok, c'est la page 32. Et ici, l'intérêt de cette page, c'est l'utilisation de ces structures. Hein, voilà, justifier un choix, d'accord, on va justifier un choix, justificar una elección, el por qué hacemos algo. Alors, on va lire d'abord ces informations que vous avez là, ces petites informations. Par exemple, on a mis un garde à l'entrée parce qu'on a eu des problèmes l'année dernière. Alors, parce que, ok, c'est pour justifier le choix. Il y aura beaucoup de voitures sur les routes à 9 heures. C'est pour ça qu'on part à 2 heures du matin. C'est pour ça que, es por esto por lo que. Alors, remarquez la structure. Il y aura beaucoup de voitures sur les routes à 9 heures, virgule. C'est pour ça qu'on part à 2 heures du matin. OK? Oh, tu vois le bouton, là, c'est pour supprimer les messages. Alors, ça indique à quoi ça sert. C'est pour supprimer les messages. Bon, c'est assez similaire à l'espagnol, donc en principe, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes pour vous. Je préfère le courriel, ça permet de répondre quand on a le temps. Alors, ça permet de, alors remarquez, les sujets ça, parce que parfois vous dites il permet, mais c'est ça, c'est un sujet neutre ça permet de, après de, vous mettez l'infinitif, permite, d'accord? Et normalement, il y a comme c'est une explication, une justification du choix, on utilise les structures normalement après une virgule. Ok, c'est pas après un point et une autre phrase, mais on met la virgule comme une suite de la phrase d'origine. C'est pareil pour l'autre structure. Les impôts, ça sert à payer les hôpitaux, les écoles, le bus, tous les services essentiels. Donc, c'est intéressant que vous y jetiez un coup d'œil et si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, et voilà, vous faites les activités qui sont ici, numéro 5, numéro 6. Je pense que c'est pas trop compliqué. De toute façon, c'est intéressant. Et aussi l'activité 7, il y a une activité d'écoute. Vous devez écouter, ok? Et vous écoutez la question. Là, on vous pose une question et c'est à vous d'utiliser l'expression proposée. Par exemple, tu vas aller en Suisse. C'est pour ça que, alors oui, on m'a donné une bourse pour étudier à Genève. C'est pour ça que je vais en Suisse. OK? Voilà. C'est pour ça que je vais en Suisse. Remarquez toujours la structure. On m'a donné une bourse pour étudier à Genève, virgule, c'est pour ça que je vais en Suisse. Ou je vais en Suisse parce qu'on m'a donné une bourse. Alors il y a, disons, différentes manières de dire la même chose, mais l'important c'est que vous les connaissiez et que vous les utilisez autant que possible en essayant d'échanger les tournures. OK? Parce que, bon, vous le connaissez bien, ça sert à, sirve para, ça permet de, esto permite o eso permite, c'est pour ça que, es por lo que, ou c'est pour, es para. Je pense que c'est pas compliqué. De toute façon, c'est intéressant que vous gardiez ces expressions. OK? Voilà, on va passer à l'autre page. C'est la page voilà, 33. Et là, ce qu'on va travailler, mais on l'avait fait en cours aussi, c'est la structure ni l'un ni l'autre. Alors, c'est la présence de cette particule pour la négation ni, hein, parce que vous connaissez ne pas, mais on peut dire en français aussi ni. Et on peut dire la négation ne pas ni ou ne ni. Et si vous lisez l'encadré ici en jaune, remarquez l'utilisation. Quand la négation porte sur plusieurs éléments, on utilise ne pas ni ou ne ni. C'est-à-dire que vous allez construire une phrase et vous allez faire la négation sur plusieurs éléments. Non seulement sur un élément, mais sur plusieurs éléments. Par exemple, je ne parle pas français ni anglais. Ou vous pouvez dire je ne parle ni français ni anglais. OK? Toutes les deux structures sont correctes, mais l'utilisation, disons, est un peu différente. Ça dépend de ce que vous voulez dire. Si vous faites la négation sur un élément et vous ajoutez un autre extra, alors vous direz je ne parle pas français et après, disons qu'il y a virgule ni anglais. OK? Ou si on vous parle de combien de langues vous parlez, vous voulez
mentionner toutes les langues et vous voulez dire la négation, je ne parle ni français ni anglais. Alors, si vous mettez toutes les deux au même niveau, alors vous direz ni. Mais si, disons, vous voulez faire la négation sur un élément et en ajouter un autre extra, alors je ne parle ni français ni espagnol, alors les deux éléments de la négation sont au même niveau, ou je ne parle pas français, ni espagnol, ni italien, ni autre langue européenne. OK? Voilà, vous avez ici l'explication. Avec ne pas, ni, l'élément qui suit, ni, vient en plus et peut être supprimé. C'est un élément que vous ajoutez, c'est un complément à cette information, mais qui n'est pas essentiel pour la phrase d'origine. Le technicien est venu, mais il n'a pas pu réparer la photocopieuse ni l'imprimante. Alors, ici, il y a deux éléments de négation. Le premier est celui le plus important dans l'information et l'autre, c'est un ajout, c'est un élément extra que vous utilisez pour compléter l'information, mais qui n'est pas essentiel. Par contre, avec ne, ni, les deux éléments qui suivent ni ont la même importance. Alors, si tous les deux ont la même importance, alors vous dites ne, ni. On ne reste en France parce qu'on n'a ni le temps ni l'argent pour un voyage à l'étranger. Alors, les deux raisons pour ne pas, j'avais dit, on reste en France. Les deux raisons pour ne pas rester, pour rester en France, les deux raisons pour rester en France sont importantes toutes les deux. C'est-à-dire, cette personne n'a ni le temps ni l'argent. D'accord? Parce que les deux sont importantes, sont au même niveau. Voilà. OK. De toute façon, si vous consultez, je pense que c'est déjà posté dans les campus virtuels et aussi dans les blogs, des explications de grammaire dans les contenus de l'unité 3. Alors, si vous regardez par là, je vous avais posté justement ici, dans ces documents, OK, que vous avez ici, et la négation, les explications de la négation, que je vous invite à lire tranquillement après l'activité d'écoute, vous pouvez les lire. Mais ici, il y a justement une petite explication à propos de ni. Attendez, parce que je l'avais sur moi et je pense, voilà, ici. Alors, la conjonction négative, hein, on va y jeter un coup d'œil. Alors, vous verrez, les sujets ni plus ne et verbe, c'est-à-dire que vous pouvez trouver cette structure, ni lui ni elle ne viendront. Attention, à chaque fois que vous mettez le ni dans la structure de la négation, le pas disparaît. Ni et pas sont incompatibles. OK? Donc, ni lui ni elle ne viendront. Ni Pierre ni Marie ne viendront, ils ne viendront me visiter. D'accord? Ni lui ni elle. Observez aussi la structure. Je n'aime ni la crème ni le lait. Alors, ici, on utilise ni et on peut l'utiliser sans problème avec l'article déterminé. Par contre, si c'est l'article partitif, on dira pas de. OK? Je ne veux pas de viande ni de poisson. Je veux de la viande et je veux du poisson. De la viande, du poisson. Mais si vous faites la négation, alors vous direz je ne veux pas de viande ni de poisson. OK? Alors, dans ces moments, ce que vous faites, c'est que vous accordez plus d'importance à la première partie. Je ne vois pas de viande, c'est de ça que vous parlez. Et vous ajoutez, et non, et pas que de la viande, ni de poisson non plus. Alors, vous ajoutez cette information. Ou, par contre, il se peut que vous ayez une structure où ni va suivre d'un substantif sans article. OK? Il n'a obtenu ni aide, ni matériel. Une autre chose, s'il y a une structure avec préposition, je ne téléphonerai ni à Jean ni à Sylvie. Alors, imaginez que dans cette structure, la négation porte sur voilà, un groupe prépositionnel. Dans ce cas aussi, si vous mettez le ni, il n'y a pas de pas. Je ne téléphonerai ni à Jean ni à Sylvie. Ou si vous avez une structure de périphrase où il y a le verbe, disons, suivi de l'infinitif, alors vous trouverez des structures comme il ne veut ni boire ni manger. Il ne veut ni boire ni manger. No quiere ni beber ni comer. OK? Alors, vous regardez ça tranquillement, OK, pour bien comprendre la structure. Finalement, je ne savais pas qu'elle venait ni qu'elle restait. Alors ça, c'est assez similaire à l'espagnol. Alors dans ce cas, la négation porte sur deux éléments et le deuxième, c'est une phrase, une proposition
alors dans ces cas, vous mettez le ni avant. Et surtout, évitez de dire pas là où il y a le ni, hein. Je ne savais pas qu'elle venait, ni qu'elle restait. D'accord? Voilà. Bon, donc ça c'est intéressant. Et je vous rappelle que vous avez des photocopies que je vous avais postées. Et donc je vous invite à vérifier au cas où vous avez des doutes. Vous lisez tranquillement ces structures à propos de la négation. De toute façon, je vous ai posté aussi dans le blog toute une collection d'activités que vous trouverez ici. Elles sont déjà postées dans le campus virtuel, excusez-moi. Alors, je vous invite à le regarder parce que là, vous pouvez pratiquer et, et vous pouvez donc confirmer que vous connaissez bien ces structures, que vous le faites bien. Et je vous ai posté aussi le corrigé. Donc, je vous invite à faire ces activités au cas où vous auriez des doutes, hein. Je vous invite à faire les activités et après, vous avez le corrigé, hein, les mêmes corrigés est déjà dans le campus virtuel de notre unité 3. OK? Voilà, très bien. Alors, je continue maintenant avec le manuel, ok? Parce que là, on parle de ces structures et c'est à vous donc de vérifier que vous avez tout compris. Je pense que c'est pas compliqué. De toute façon, voilà, faites les activités et si jamais ça vous pose des problèmes, vous me dites, ok? Allez, on va passer à une autre page, hein. C'est la page 34, hein. Et là, bon, vous avez un document pour la lecture, pour la compréhension écrite. OK? Alors là, je vous invite à le lire. Je ne sais pas si je peux le faire un peu plus grand. Attendez. Bon, c'est pas très bonne qualité, excusez-moi. Et parfois, je lis mal, je fais des fautes d'inattention, justement parce que la qualité sur ces documents n'est pas très bonne. Mais bon, vous avez aussi les livres chez vous, comme quoi vous pouvez les lire mieux que moi. Alors, je vais voir si je peux. Attendez. Voilà, si ça c'est un peu, si c'est lisible. Bon, c'est pas très lisible, mais je vais essayer. Alors, Madame, j'accuse bonne réception de votre lettre et je vous en remercie. La BCF, je pense que c'est la compagnie BCF, n'a qu'une agence en Pologne, je pense que c'est une banque, j'imagine. La BCF n'a qu'une agence en Pologne, à Varsovie, et elle a l'intention de créer 3 nouvelles agences à Cracovie, Poznan et Gdansk. Nous avons pour objectif d'ouvrir ces agences au mois de janvier prochain et nous recherchons des personnes avec 3 ans d'expérience minimum afin que nos agences puissent fonctionner rapidement. Vos connaissances en polonais et vos compétences professionnelles seront pour nous un avantage. Je vous fais parvenir 6 juin un dossier. Vous voudrez bien nous le retourner dans les prochains jours. Dès retour de votre dossier, nous vous contacterons pour convenir d'un rendez-vous. Veuillez agréer, madame, l'expression de nos salutations distinguées. Bon, alors c'est justement la lecture de cette lettre et vous devez répondre vrai, faux ou on ne sait pas à la compréhension, d'accord, de la lettre. Intéressant pour les lettres, toujours en français. On commence toujours avec madame, messieurs, comme ça, avec une virgule. Après, il y a le corps de la lettre et finalement, il y a la formule finale que vous devez même apprendre par cœur parce qu'elle est très importante quand vous écrivez une lettre formelle, hein. Ici, vous avez veuillez agréer, madame, l'expression de salutations distinguées. Bon, peut-être ça fait un peu exagéré si vous les traduisez à l'espagnol. Sírvase aceptar, señor, a la expresión de nuestros saludos distinguidos. De toute façon, ce sont des formules absolument correcte et courante quand vous écrivez une lettre formelle, une lettre que vous adressez à un organisme, à une institution. Donc, faites attention à vous rappeler bien cette structure parce qu'elle est importante, ainsi que la disposition de l'adresse voilà, des destinateurs, et la personne qui va recevoir la lettre, ok, les destinataires. Voilà. Bon, alors, là, vous lisez la lettre sans plus et vous répondez à ces questions. Je pense que c'est pas très compliqué de toute façon. Et ici, l'intérêt, c'est de réviser les structures pour exprimer son intention, hein, parce que ce sont les structures qu'on utilise dans la lettre. Alors, exprimer son intention. Quand vous voulez exprimer l'intention, el motivo por el cual queréis hacer algo, l'intention,
alors il y a la possibilité de le faire avec un verbe à l'infinitif, afin de, pour, avoir l'intention de, avoir pour objectif de, envisager de, prévoir de. Par exemple, on envisage d'acheter une maison au Maroc pour vivre au soleil quand on sera vieux. OK? Donc, ce sont des structures, je pense que vous les connaissez assez bien. De toute façon, vérifiez que vous avez bien compris ces formules, hein, qui sont des conjonctions, ce sont des prépositions, et des locutions adverbiales, des locutions prépositionnelles que vous devez utiliser. Alors, par exemple, avoir l'intention de, avoir pour objectif de, envisager de, prévoir de, pues esto es algo así como tengo previsto o tengo pensado hacer esto, o tener por objetivo, tener intención de. Alors, ce sont des structures que vous devez reconnaître et essayer d'utiliser autant que possible dans ce type de contexte. Il y a aussi la possibilité importante d'utiliser un verbe au subjonctif avec cette structure. Et ça se passe quand, dans ce type de contexte de phrases complexes, subordonnées, où il y a le verbe principal, la proposition principale, et après il y a la structure qui complète le verbe, l'idée de ce verbe, c'est-à-dire la proposition subordonnée. Et on utilise la structure avec que et subjonctif dans beaucoup de cas. Alors vous savez ici, par exemple, avec un verbe subjonctif, afin que, pour que, donc nous allons rencontrer les directeurs afin qu'ils trouvent une solution à ce problème. Para que encuentre una solución al problema. De toute façon, bon, comme on a vu déjà l'enregistrement de l'unité 6 où on a parlé du subjonctif, et on en parlera aussi à l'unité 1 avec les mêmes activités. J'imagine que ça, vous les connaissez assez bien. De toute façon, jetez un coup d'œil à vos photocopies à propos du subjonctif. OK? Voilà. Alors ici, on vous explique un peu plus en détail ce type de structure. Et après, on va voir une autre partie. On va revenir à la négation avec la structure ne que. Mais attention, parce que vous trouvez là ne que, vous pouvez penser qu'il s'agit réellement d'une négation, mais ce n'est pas exactement une négation. Hein. La construction avec ne pas indique qu'une chose n'existe pas ou que quelque chose n'est pas vrai. Mais par contre, la construction ne que indique qu'une chose existe, mais qu'elle existe en quantité limitée. Si je dis je parle seulement français, je peux dire en français je ne parle que français. Ou je ne connais que Madrid. Ou en France, je n'ai visité que Paris. Ou je ne parle qu'avec mon frère. Je ne parle qu'avec mon frère. Ça, c'est une structure qu'on pourrait remplacer par seulement. Vous pouvez dire seulement. Je parle seulement avec Pierre, ou en France, je connais seulement Paris. Et peut-être si vous dites ces structures seulement, c'est plus facile pour vous. Mais c'est intéressant que vous connaissiez la structure et que vous l'utilisez, la structure ne que, qui n'est pas vraiment une négation, c'est une restriction. OK? Alors, important de savoir l'utiliser. Imaginez ici la structure. Faites vite, je n'ai que 5 minutes avant le départ du train. Faites vite, dese prisa. Je n'ai que 5 minutes, solo tengo 5 minutos. No tengo más que 5 minutos. Podéis traducirlo por solamente o no más que. OK? Mais c'est intéressant que vous l'utilisez et surtout que vous sachiez que c'est pas exactement, c'est pas une négation, c'est une restriction. OK? Et attention, parce qu'on pourrait dire aussi ne pas que. Par exemple, je ne parle que français, quiere decir solo hablo francés. Je ne parle que français, o no hablo más que francés. Je ne parle que français. Mais je pourrais dire aussi, je ne parle pas que français. Je parle anglais, italien, je parle d'autres langues. Je ne parle pas que, quiere decir que no solo hablo esto, sino que además hablo otra cosa. ¿No? Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. En la vida no hay solo el dinero. Il y a l'amour, il y a l'amitié, par exemple. Ou je ne connais pas que Madrid en Espagne, je connais Barcelone, je connais Séville. Alors, il se peut que vous trouviez la structure et pas que, y no solo, sino también, ¿no? A más de esto, d'accord? Donc, ne que, c'est solamente, y ne pas que, no solo, sino que además, ok? Voilà, remarquez cette structure.
Vous faites les activités, je pense que c'est pas très compliqué, mais c'est important que vous gardiez bien, voilà, dans votre tête, ok, la structure ne que, qui n'est pas vraiment une négation, même si on pourrait penser à une négation parce que vous avez le ne, attention, ne que, c'est pas une négation, ok? Voilà. Après, l'autre activité qu'on nous propose pour la révision des contenus de grammaire dans cette unité, c'est l'histoire des doubles pronoms. Bon, les pronoms, les compléments d'objets directs, d'objets indirects, les pronoms en, i, on l'a déjà expliqué dans d'autres unités que vous avez dans les autres unités. Je pense que c'était l'unité 6. On parlait là de le pronom en, i. Et de toute façon, ici, il y a voilà une révision. C'est-à-dire que si vous cherchez parmi tous les documents que je vous ai postés dans le blog, vous en trouverez vous trouverez pas mal d'activités, ok? Et de toute façon, il y a un rappel, je vous donne par là, et vous avez ici les positionnements des doubles pronoms. Alors, on va faire la révision de tous les pronoms que vous avez en français. Les pronoms, on commence par les pronoms sujets, pronoms personnels sujets. J'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, que vous connaissez bien. Il y a les pronoms personnels toniques. Ici, on l'appelle disjoints parce qu'ils peuvent apparaître d'une manière autonome. Moi, toi, lui, elle, soi, quand on parle de on ou nous, vous, eux, elle. Il y a les pronoms réfléchis me, te, ce, nous, vous, ce, que vous connaissez, je me lave, moi, je me lave, ok? Il y a les pronoms compléments d'objet direct, me, te, le, la, nous, vous, le, la. Bon, là, apparemment, c'est le même pronom. Vous avez me et me. Mais là, me, on parle de la même personne. Par exemple, je me lave. Par contre, ici, me, c'est pas la référence à la même personne. Par exemple, il me parle. Ou il me regarde. D'accord? Il me regarde. Dans le premier cas, je me lave moi-même. Dans l'autre cas, me, c'est pas réfléchi, mais c'est un complément d'objet direct. Il m'aime, il me regarde. Mais bon, de toute façon, la structure est similaire. Me te, la différence c'est qu'on ne dit pas ce, mais le la, nous, vous, les. Et après, les compléments d'objet direct, me, te, toujours le même pronom. Après, c'est lui, nous, vous, leur. Bon, ce sont des pronoms que vous connaissez déjà, ok? Mais attention à l'ordre, au positionnement. Bon, tout d'abord, je dois vous dire que normalement en français, vous trouverez pas plus de deux pronoms comme ça. On utilise, non, mais la tendance, c'est à en utiliser seulement un. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas très habituel d'être trouvé double pronom. De toute façon, ça peut arriver. Et dans ce cas, évidemment, vous trouverez ici la manière de le placer. Mais comme je vous dis, ici, il y a 1, 2, 3, 4 colonnes, mais ça ne veut pas dire que vous allez trouver 4 pronoms d'affilée l'un après les autres. Ok? De toute façon, la structure, vous devez la garder. Donc, il y aura les sujets après la négation, s'il y en a, d'accord? Et après, on va mettre les compléments me, te, nous, vous, ce, que ce soit des compléments d'objet direct ou des compléments d'objet indirect pour la première et deuxième personne des pronoms réfléchis. OK? Après, il y a les compléments d'objet direct des troisième personnes, le, la, les. Remarquez aussi l'apostrophe, si le verbe commence par voyelle ou H. Après, il y aura les compléments d'objet direct pour la troisième personne. OK? Et c'est lui, leur. Et aussi, vous pouvez trouver le pronom i qui fait référence à l'endroit où vous êtes, où vous allez. D'accord? Ou un complément qui fait référence des choses, des notions et qui commence par A. Et après, il y a le pronom en, hein, qui fait référence toujours à l'idée de plus quelque chose. Ok? Donc, après, il y a le verbe. Si c'est un verbe simple, verbe, et après la négation. Si c'est un verbe composé, l'auxiliaire, le pas de la négation et le participe. Disons que là, c'est un peu la structure générale, globale pour toutes les options possibles. OK? Voilà. De toute façon, attendez aussi, il y a une petite chose importante, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'impératif. Hein, si vous utilisez le pronom dans une structure verbale où on va utiliser l'impératif. Par exemple, ici, laisse tes chaussures à la porte, laisse-les-y, donne des fraises à Pierre, donne-lui en. Alors, il se peut que vous trouviez ce type de structure, ok?
Et là, il s'agit, comme vous voyez, des structures où le verbe est au mode impératif. Si c'est le mode impératif affirmatif, alors vous devez respecter cette structure et voilà. Et l'ordre des éléments, c'est comme ça. Et toujours avec les traits d'union. OK? Alors, vous trouverez le verbe. Après, par exemple, fais-le, regarde-la, écris-les, etc. Et alors, par exemple, nous, il y a donc l'option d'abord, les compléments d'objet direct, le, la, les, s'il y en a dans la structure. Après, les compléments d'objet direct, nous, vous, lui, leur. Et il y a aussi mais, te, si jamais, avec apostrophe, si jamais il y a après i ou en, dans ces cas, sinon on dira moi et toi. On dira moi et toi, ok? On dira m apostrophe, t apostrophe, si après il y a les pronoms i ou les pronoms en, mais s'il n'y a pas les pronoms i ou en, on dira moi et toi. Par exemple, donne-le-moi, dámelo, donne-le-moi, ok? Écris-nous, escríbenos, écris-nous, écris-la-nous, escríbenos-la. D'accord? Alors, vous avez là toutes les options. Vous pouvez essayer de faire toutes les structures possibles, mais l'important, c'est que vous sachiez, pardon, que l'ordre, c'est toujours complément d'objet direct, le, la, les, après les compléments d'objet indirect. Mais si dans la structure, il y a le i, les pronoms adverbiales i ou les pronoms en, dans ces cas, vous le mettrez à la fin et le pronom moi et toi, vous l'écrirez m apostrophe ou te apostrophe. OK? Voilà. Et par contre, si, voilà, si vous avez la phrase interrogative avec l'inversion du sujet, ça c'est la structure. Hein. Si imaginez dans un cas d'interrogation et vous avez l'inversion au sujet, d'accord? Alors vous trouverez ici la structure à suivre qui est assez similaire à celle qu'on avait vue pour l'ordre des phrases affirmatives. Par exemple, nous accompagnez-vous à la réception, nous y accompagnez-vous. Alors les pronoms se placent devant le verbe. Hein. Vous verrez, il y a le, l'aller, après nous, vous, lui, leur, y, en. Mais attention, c'est très similaire. Alors, si vous voyez, c'est similaire, assez similaire à la structure de l'impératif affirmatif. Hein. Si vous remarquez, c'est à peu près la même structure. Mais dans ce cas, c'est pour la phrase affirmative avec inversion du sujet. OK? Voilà. Dans ce cas, les pronoms se placent devant le verbe. Après le verbe, il y aurait le pronom personnel sujet. Et après, il y aurait bon, la négation, si jamais il y a une négation, ou le participe passé, s'il y a un verbe de structure composée d'auxiliaire et participe passé. OK? Bon, de toute façon, il y a des activités ici. Et toutes ces activités, je sais qu'on les a postées déjà. Je ne me rappelle pas trop bien si c'était dans l'unité 1 ou 2, je me rappelle pas trop bien, mais je pense que bon, on les a fait en cours hein, et on les a travaillés et je vous avais passé aussi les corrigés de ces activités. Au cas où, vous jetez un coup d'œil, vous pouvez les refaire à nouveau et à partir de là, voilà, vous pouvez vérifier que vous avez compris la structure des doubles pronoms. Je vous rappelle que le double pronom, c'est compliqué, mais pas trop, hein, parce que le français a tendance à utiliser normalement un pronom, deux au plus, tout au plus, et ce sont des structures assez simples normalement. Ok? Voilà. Alors on va continuer avec la structure, la découverte du manuel. Donc faites les activités. Si jamais vous avez des problèmes là, vous me dites. OK? Et en tout cas, révisez les activités qu'on a déjà postées. Après, il y a une tâche finale, et c'est la page, attendez, la page 37. Voilà, de vous à nous. Vous décidez de correspondre avec une université d'un pays francophone. Choisissez par groupe un pays. Expliquez ce que vous avez l'intention de faire avec l'université choisie. Échange des documents écrits ou vidéos, visioconférences, etc. Et comment vous allez organiser un voyage pour un étudiant ou pour plusieurs dans le pays choisi. Écrivez votre projet par groupe, présentez-le à toute la classe et choisissez le projet que vous préférez. Bon, ça, c'est une activité qu'on aurait fait en cours, mais puisque nous sommes dans une situation de cours virtuels, on va s'en passer.
De toute façon, ce serait intéressant de travailler en groupe, de faire quelque chose comme ça. Mais ce ne sera pas le moment de le faire. Après, il y a une petite révision ici de la phonétique, hein. Et là, c'est à propos des consonnes F. OK? La consonne labiodentale fricative sourde, F, que vous avez en espagnol. Donc, pas de problème. Les problèmes, par contre, c'est la prononciation de V. C'est une consonne aussi labiodentale, fricative, mais sonore. C'est-à-dire qu'il y a les cordes vocales qui vont intervenir dans l'articulation de ces sons. Remarquez, vous dites et il y a les cordes vocales qui ne vont pas participer dans l'articulation. Par contre, ça c'est les vibrations de cordes vocales. Alors si je le fais tout ensemble, je sais que vous pouvez le faire, mais vous oubliez de le faire quand vous parlez en français. Donc faites attention parce que vous avez tendance à prononcer la consonne B fricative au lieu de V. Je sais que c'est très facile de passer de V à B, mais faites attention parce que c'est une erreur assez fréquente chez les étudiants hispanophones. Alors, si vous voulez, je vous invite à bien lire ces mots. Faire, vers, fou, vous, fendre, vendre, refus, revu, référence, révérence, neuf, neuve, actif, active. OK? Remarquez, actif, active. OK? Donc, il faut bien marquer la prononciation. Alors, chaque fois que vous avez le V, prenez votre temps pour bien l'articuler. OK? Et là, il y a des phrases qu'on vous propose de lire. Vous avez fait des photos, la femme de mon voisin vient vendredi, les enfants vont voir le phare, je voudrais un fromage de vache frais, on va au festival du film fantastique d'Avoriaz. Donc, lisez-les. Et si vous avez aussi le temps, et vous avez aussi euh, l'humeur et l'humour, voilà, complétez avec F ou V, F ou V. Voilà. Vous voulez faire, voilà, vos valises, je ne continue pas parce que c'est à vous de le faire et de vérifier que vous l'avez bien fait. Si vous avez des problèmes, vous l'avez bien fait. Si vous avez des problèmes, vous me dites. OK? Voilà. Allez, on va terminer, on va attaquer et la page suivante, c'est la page 38, ok? Et là, il y a une petite activité voilà, des compréhensions d'un texte et des compréhensions écrites. Loin de la France, de nombreux Français choisissent de partir vivre hors de France pour quelques années ou pour toujours. De la même manière, certains mots français partent s'installer dans d'autres langues et vivre avec bonheur dans ces nouveaux environnements. Voilà. Alors on parle ici voilà, de la destination des Français qui décident, qui choisissent de partir vivre à l'étranger. Et voilà, il y a l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Et vous verrez que bon, les pays disons, où il y a plus de Français dans le monde, voilà, c'est l'Amérique. Hein. C'est l'Amérique. Il y a 250 000, 253 000, presque 254 000 hein, Français habitent en Amérique, dont aux États-Unis d'Amérique, c'est la plupart, plus de 100 000. Après, il y a le Canada, le Brésil, voilà, le Mexique, etc. Là, ce serait bien de faire une petite leçon de révision de la préposition avec le pays. Je sais que c'est un peu compliqué pour les hispanophones. On se trompe tout le temps avec ça. Alors là, vous avez d'abord la liste de pays et je vous proposerai d'abord de lire ces pays avec l'article. Parce que vous savez qu'en français, quand on parle, quand on mentionne un pays, on le fait toujours avec l'article. Donc on dira l'Afrique, l'Algérie, le Maroc, Madagascar, le Sénégal, les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Mexique, l'Israël, la Chine, voilà, le Liban, l'Inde, le Japon, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors c'est à vous de me dire ou au moins de vous poser la question de pourquoi je dis parfois le, parfois je dis la, et parfois évidemment je dis L apostrophe. Bon, L apostrophe c'est facile, c'est parce que le pays commence par voyelle, et parfois je ne mets pas d'article.
Alors, vous vous rappelez cette histoire? Vous voulez la vérifier? Vous pouvez chercher sur Internet si vous avez des doutes. Comment je dois nommer un pays avec l'article? Parce qu'en français, le pays se nomme toujours avec l'article. Une autre activité importante avec les pays, c'est la préposition. Qu'est-ce que vous dites? Si vous dites je suis en France, je vais en France, je suis au Portugal, ou je suis aux États-Unis, ou je viens de France et pas de la France, je viens de Grèce et pas de la Grèce. Par contre, je viens du Japon ou je viens des États-Unis. Alors, c'est un petit rappel. Hein. Je vous invite à vous poser la question et de vérifier si vous avez bien compris pourquoi on dit une chose ou l'autre. OK? Donc, je dirais, je suis en Algérie, mais je dis au Maroc, ou je vais à Madagascar, ou je vais au Sénégal. Pourquoi je dis comme ça? Alors, c'est à vous de vérifier la règle, si vous la connaissez. J'imagine que vous la connaissez parce que c'est une question qu'on étudie normalement et voilà, dans les niveaux élémentaires, on commence à étudier cette histoire des pays et des prépositions. Évidemment, c'est pas facile hein, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais de toute façon, voilà, je vous invite à découvrir comment ça marche. OK? Bon, après, il y a aussi une activité d'écoute. Hein. Alors faites-la, ok, essayez de répondre à ces questions. Dans ces cas, c'est écouter l'enregistrement, répondez dans quel pays Mathilde le maître a-t-elle habité, quelle est la nationalité de son mari, d'après Mathilde le maître et ses enfants aime-t-il vivre au Congo. Bon, alors vous essayez de répondre à ces questions, ok. Et pour terminer, voilà ici une autre petite activité de découverte, c'est-à-dire les mots français qui vivent à l'étranger. Alors, il y a par exemple des mots français voilà, qui sont passés à l'allemand. Il y a der champignon pour champignon en français, ou en anglais rendez-vous pour un rendez-vous, ou le mot arabe, là je suis incapable de lire les lettres en arabe, mais une fraise. Et vous avez aussi en, en langue bulgare et un petit four, une pâtisserie. Et ben, il y a aussi bon, d'autres chauffeurs, par exemple, ou la couleur beige, en espagnol beige, non, beige, voilà. Et bon, si vous continuez comme ça, vous allez découvrir, ce sont des mots en français qui sont passés à d'autres langues. Et vous trouverez qu'il y a pas mal de mots en français qui sont passés à l'allemand, par exemple, et même dans d'autres langues comme les roumains aussi, et il y a beaucoup de mots qui sont passés du français, même en Russie, hein, le russe aussi. Alors c'est à vous de découvrir, ok? Bon, c'est juste une petite activité. Et finalement, et vous, une activité pour écrire ou pour parler avec votre professeur et vos camarades. Donc, les personnes de votre pays partent-elles facilement à l'étranger? Vers quel pays? Des éléments culturels de votre pays, produits d'alimentation, œuvres littéraires, vêtements, etc., sont-ils présents dans les pays francophones? Alors voilà, là on va parler des influences d'un pays par rapport à d'autres pays en ce qui concerne la langue et la culture. Bon, ce serait intéressant si vous voulez parler de ça ou vous voulez écrire un texte à partir de ça. Bon, donc comme ça, je termine ici l'exploration de la leçon. Et excusez-moi, je sais que parfois j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs d'inattention, parce que parfois j'ai des difficultés pour bien lire les documents ici sur l'écran. De toute façon, bon, j'espère que en gros, je vous ai aidé, je vous ai accompagné. Et si jamais vous avez des doutes ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter. En tout cas, ça sera tout pour l'instant. Je vous remercie de votre patience, de votre compagnie. Et voilà, prenez votre temps de regarder la vidéo et découvrir des choses que peut-être vous ne connaissiez pas ou de confirmer des choses que vous sachiez avant ou peut-être de me corriger si j'ai dit quelque chose, voilà, j'ai mal dit quelque chose parce que ce que j'ai dit, je me suis trompé. Il se peut que je me sois trompé aussi. Donc, et voilà. Et c'est tout pour l'instant. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.